Je ne suis pas devenue thérapeute. En fait, je l'ai toujours OK. été. C'est difficile de comprendre la vie si tu ne comprends pas la notion d'incarnation et de choix d'incarnation. L'argent était souvent le reflet de ma relation au divin. L'argent, c'est une énergie, c'est neutre. Tu n'as pas besoin de spiritualité pour atteindre un certain palier en termes de revenus, de chiffre d'affaires. Et vraiment prendre soin du peu qu'on a. Savoir qui on est, savoir ce qu'on veut et où on veut aller, c'est très important, mais c'est surtout, il faut vivre. Bonjour Clarisse, comment tu vas? Ça va très bien et toi, Juste? Merci pour l'invitation. J'espère C'est que moi toi qui te aussi tu vas remercie. bien. Je t'en prie. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, tantôt, nous allons parler de business, d'argent et de spiritualité. Est-ce que ça te va? Ça me va très bien comme programme. Ça fait partie de mes sujets préférés. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai choisi ces sujets-là. Mais avant qu'on ne commence, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore? Non, il y en a plein qui me connaissent pas, hein. Calmons-nous. Ah, Alors, mais tu as beaucoup d'abonnés sur YouTube, tu es quand même présente sur les réseaux sociaux, tu as une communauté assez forte. Il y a quand même des gens qui ouais, te connaissent. oui, mais il y en a beaucoup qui me connaissent pas. On est presque 8 milliards d'êtres humains, donc il faut savoir rester humble dans la vie, les pieds sur terre. Mais bon, bref, un aparté. Je m'appelle OK. Clarisse Aïcha Ali Bene, j'ai 43 ans. Je suis maman de deux enfants de 10 ans bientôt et 18 ans bientôt. Et je suis entrepreneur dans le milieu du bien-être et du développement personnel depuis 2010. J'ai commencé là-dedans par un premier business qui s'appelait Belle et Ben, qui était un des premiers sites e-commerce de vente de produits capillaires pour le cheveu naturel, bouclé, frisé et crépus. Et par la création d'un événement qui s'appelle la Natural Hair Academy, qui est le premier événement mondial, on peut le dire aujourd'hui, dédié aux cheveux naturels crépus, qu'on a créé en 2012 avec mes anciens associés. Ensuite, en 2016, suite à un divorce, une séparation et l'arrivée de mon deuxième enfant, j'ai changé de type d'accompagnement. J'ai commencé à faire de l'accompagnement pour des entrepreneurs qui, face au succès de mon business précédent, m'ont demandé de les accompagner sur leur stratégie de développement sur Internet. Donc j'ai accompagné à la fois des grands noms de la cosmétique afro et des petits noms qui sont devenus grands depuis. Donc j'ai eu la chance de travailler pour des marques comme Iman Cosmetics, d'accompagner les Secrets de Loli dans son développement, de travailler pour voilà plein de marques que vous connaissez plus ou moins. Et puis 2016-2017, au moment où je faisais ce changement professionnel et que je traversais tous ces bouleversements d'un point de vue privé, je suis passée par une période d'éveil spirituel très intense où certains dons de médiumnité qui sont dans mes familles depuis des générations se sont réveillés. Et c'est ainsi que, assez chaotiquement, mais naturellement, j'ai décidé d'intégrer la partie spirituelle dans mes accompagnements et que j'ai parlé d'énergie pour expliquer les problématiques que les gens que j'accompagne rencontrent et utiliser plein d'outils nouveaux dans ma manière d'accompagner les gens. Voilà ce que je fais. Mmh. Mm. Waouh! Et lorsque tu parles d'énergie, c'est de quel type d'énergie dont tu parles? Ben en fait, l'énergie, c'est de l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a 4 types d'énergie sur Terre. Les énergies, Mmh. si par exemple aujourd'hui tu veux produire de l'électricité, Mmh. tu as besoin d'énergie. Tu sais que ton corps, c'est un réceptacle d'énergie électrique, que tu génères des fréquences électromagnétiques. Tu sais tout ça. Donc, si aujourd'hui tu veux produire de l'électricité, donc tu veux produire de l'énergie dans ta vie ou dans ton corps, eh bien, tu vas t'appuyer sur les 4 manières dont on produit aussi de l'électricité. Donc, tu vas avoir de l'énergie par l'élément air. Donc, dans la nature, c'est le vent, c'est toute l'énergie éolienne. Euh, Mmh. tu vas avoir l'élément eau.
Donc, chez l'être humain, ce sont nos émotions. Dans la nature, c'est l'eau et c'est tous les barrages hydroélectriques. Tu vas avoir l'élément Mhm. feu. Donc, dans ton corps humain, chez les humains, c'est notre capacité à agir, notre capacité à être en mouvement, notre créativité. Et ça, dans la nature, tu le retrouves avec le feu. Donc, tu sais que le feu produit de l'électricité. Et puis, avec tout ce qui est centrale thermique, le feu, le bois, etc. Et puis, tu as l'élément terre qui te permet Mhm. aussi de créer de l'énergie. Donc, tu vois, dans la nature, tu peux faire du nucléaire, par exemple. Et ben, en fait, Mhm. chez l'être humain, on a toutes ces qualités. On a toutes ces qualités. Mhm. On a la capacité de créer nous-mêmes de l'énergie et on peut avoir, comme dans un barrage hydroélectrique, par exemple, Mhm. des choses qui viennent bloquer la production d'énergie, qui empêchent que l'énergie circule de manière fluide. Je sais pas moi, si un tuyau qui est serré, Mhm. en fait, l'eau ne rentre pas dans le barrage ou l'électricité qui est produite ne sort pas correctement. Et donc, en fait, Mhm. il fonctionne exactement de la même manière que ce qu'on retrouve dans la nature. Et en fait, nous sommes des êtres d'énergie. Et quand on comprend la vie qu'on vit tous et surtout qu'on comprend nos business, qu'on comprend nos interactions avec nos familles, nos frères et sœurs, nos chéris, nos partenaires, nos maris, etc., en termes d'énergie, en fait, ça apporte une grille de lecture et une compréhension beaucoup plus fine et profonde des interactions, des échanges, de la relation. Et du coup, ça donne aussi une manière beaucoup plus pointue de régler les problèmes. Et là, du coup, je rends hommage à nos guérisseurs traditionnels qui Mhm. utilisent ces connaissances ancestrales pour apporter de la guérison aux personnes qui viennent et qui les sollicitent. Mhm. Alors, mais comment toi, tu fais pour emmener les personnes que tu accompagnes à produire cette énergie-là? Ah, alors, bonne question. La première chose que je fais, c'est que je les amène déjà à comprendre, à se connecter à leur propre énergie. Parce que souvent, Mhm. la difficulté, c'est que on est déconnecté de cette partie-là de nous. On, on a tendance à voir la vie en trois dimensions. Tu sais, j'ai un corps, euh, Mhm. déjà, j'ai un corps physique, c'est déjà une chose. Ensuite, j'ai des pensées qui me traversent, c'est une autre chose. J'ai des émotions que je ressens, c'est une autre chose. Et donc, en fait, ce triptyque-là, ton corps, tes pensées et tes émotions, c'est en fait ce qui crée ton énergie. Euh, ce qu'il y a Mhm. dans ton cœur, en fait. Hein. Les émotions, c'est l'élément Mhm. eau, ton corps, c'est l'élément terre, tes pensées, c'est l'élément air. Et donc, en fait, quand tu as des outils et que tu arrives à comprendre tes pensées, à observer tes émotions, les ressentir pleinement, à être au contact de ton corps. Et Dieu seul sait combien d'entre nous sont complètement déconnectés de notre corps aujourd'hui. Tu vois, on est là, Mhm. on n'arrive pas à, tu vois, j'ai plein de clients et de clientes qui peuvent être malades pendant des mois. Ils s'en rendent pas compte. Parce que, en fait, on Mhm. est déconnecté de notre corps. Donc, la première étape, c'est celle-là. C'est déjà comprendre notre énergie. Et ensuite, une fois qu'on la comprend, eh bien, on va avoir plein d'outils qui vont permettre de revitaliser l'énergie et de remettre Mhm. en fonction la centrale électrique qu'on est tous. Et ces éléments-là, eh bien, ça va passer par, encore une fois, les mêmes éléments, l'élément air, l'élément eau, l'élément terre, l'élément feu. Et donc, je vais utiliser des techniques ancestrales de chez nous qui sont utilisées dans toutes nos cérémonies, dans dans toutes nos traditions en fait de guérison et pas même tant de guérison, mais même nos célébrations de manière générale. Je vais utiliser la Mhm. musique, je vais utiliser le son, je vais utiliser le toucher, je vais utiliser les plantes, je vais utiliser voilà, tout un tas d'outils qui permettent de réactiver l'énergie chez quelqu'un et surtout de le réaligner à sa propre énergie. Parce que euh, ce qui crée souvent les dépressions, ce qui crée souvent
ce sentiment d'échec ou d'être en retard dans sa vie, ou ce qui crée souvent aussi les blocages en fait qu'on peut rencontrer, que ce soit dans le business ou que ce soit dans les relations sentimentales, etc. C'est que en fait, on vit la vie de quelqu'un d'autre. Donc, Mmh. Dieu a un programme pour nous. On est tous nés avec un destin, qu'on est là pour. Mmh. On a un livre qui est écrit, un livre magnifique avec des plans de bonheur, etc. Donc, on a un Mmh. programme divin. Et puis ensuite, donc à la naissance, on est censé le suivre. Et puis en fait, vient s'ajouter dessus le programme ancestral. Donc, ce que nos ancêtres nous lèguent, qui peut être en accord ou en dichotomie avec ce que Dieu a prévu pour nous. On a le programme scolaire qui va plus ou moins nous éloigner de ce chemin. On a le programme télévisé qui va Mmh. plus ou moins nous décaler de ce programme-là. Et on a le programme financier. On a so many programs. Il y a tellement de programmes différents. Donc toi, en fait, tu es Mmh. une succession de programmes, de programmation. Et Mmh. notre travail, c'est d'enlever toutes ces couches-là pour revenir à l'essence de qui on est. Et quand tu reviens à cette essence-là, plus tu le fais, plus tu es sur ce chemin-là, plus tu te déprogrammes, plus tu te connectes au programme divin qui est prévu pour toi. Donc tu te connectes à ton cœur, en fait. Et plus les choses sont fluides dans la vie, en fait. Et tu es en paix. Mmh. Voilà. Mm. Est-ce que c'est important pour, le développement de tout un chacun de se reconnecter avec soi-même? En fait, on est né pour ça. Donc, Mais parce que il y a des gens qui ne se connaissent pas, par exemple, mais qui, voilà, ils n'ont pas envie forcément de se connaître et oui, mais ils sont contents comme ça. ils sont pas contents, tu le sais très bien. En fait, toi, tu parles de qui? Tu parles des Français? Regarde la consommation d'antidépresseurs. Tu Mmh parles mh. de qui? Tu parles des Américains? Les Américains, aujourd'hui, c'est une société qui est malade. Ce sont des gens qui laissent des SDF marcher seuls, mourir seuls dans la rue. Ce sont des gens qui sont sous le coup, le joug d'une épidémie de consommation d'opioïdes, avec des parents qui sont drogués et qui ne peuvent plus s'occuper de leurs enfants. Donc en fait, les gens qui font croire qu'ils n'ont pas besoin de se reconnecter à eux-mêmes pour vivre, ils sont malheureux. C'est ma conviction profonde. Et ceux Mmh. qui disent je n'en ai pas besoin, c'est qu'en fait, ils ont eu la chance d'avoir un programme qui n'est pas tant éloigné que ça de leur programme naturel et divin. Donc, Mmh mh. tu vois, tu peux grandir dans un environnement où on te laisse t'exprimer, on laisse exprimer ta créativité. On va Mmh pas mh. t'interdire de suivre une voie, par exemple. On va te laisser explorer les choses. On va te laisser le temps de faire les choses. Mais la grande majorité des gens, toi comme moi, et la grande majorité des gens qui ont cette appétence-là vers le développement personnel, etc., sont des personnes qui étaient très très loin sur le spectre. Donc, Mmh. fondamentalement, je ne crois pas. Et puis après, Mmh mh. se connaître aussi, c'est parce qu'on a la liberté de le faire. Et parce on est dans des sociétés qui nous laissent cette liberté-là. Si par exemple tu vas en Inde, ils ont une grille de lecture complètement différente. Ils considèrent que Mmh mh. c'est le karma qui a un destin et qui n'a pas besoin de lutter, et qu'au contraire, en fait, il faut accepter. Le chemin de la vie, c'est l'acceptation de la vie telle qu'elle est, et sans questionnement sur, mais en fait, qu'est-ce qui m'emmène à ça, tu vois. Mmh Donc, mh. euh, ces questions-là, elles dépendent de, aussi de la culture dans laquelle tu grandis, et ton lien avec la spiritualité, et ce que ta spiritualité considère comme étant le chemin de croissance d'une âme sur Terre. Mmh.
Est-ce que tu as déjà accompagné des chrétiens ou des musulmans qui ont eu besoin de se reconnecter avec eux-mêmes, Mais qui totalement. manquent de spiritualité? C'est possible ça? Mais bien sûr. Un religieux qui manque de spiritualité. La religion et la spiritualité, ça n'a rien à voir. Moi, je crois en Dieu, mais je ne suis ni chrétienne, ni musulmane. Euh, En Mhm, tout cas, je suis pas catholique, même si je me reconnais à la fois dans le message de Mahomet, je me reconnais dans le message du Christ, mais mhm, je suis pas à une chapelle, ok. Et pour autant, je te parle de Dieu tout le temps. Donc, la religion, c'est le cadre dans lequel tu évolues dans ta foi, et la mhm, spiritualité, c'est ta foi. Donc, bien évidemment que j'ai des personnes qui viennent me voir, non seulement parce que je m'appuie sur des traditions ésotériques et spirituelles africaines qui, pour beaucoup, ont été bazardées, mhm, ont été cachées, ont dû rester l'apanage de sachants ou d'élites, de rester dans des cercles bien fermés du fait de tous les traumas que les Africains ont connus. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent un jour. Mon fils, il appelle ça, ils sont en africanisation. Donc, mon fils, c'est un killer. Attention. Donc, ils sont en africanisation. Donc, tout d'un coup, ah, mais attends, je me rends compte que je suis africain. Mais en fait, avant les Blancs, c'était comment? Avant les Arabes, c'était comment? mhm, Donc, moi, ce que je dis, c'est, en fait, on va pas retourner à comment c'était avant. Hein, ça n'a pas de sens. mhm, En revanche, on peut s'appuyer sur certaines vérités, sur certains enseignements, sur certaines sagesses qu'on va appliquer à nos réalités d'aujourd'hui. Et donc, mhm, bien évidemment que tu as des gens qui sont perdus parce qu'ils sont dans une crise d'identité et que ta foi et ton rapport à Dieu et ton rapport à la religion, il est important dans ta crise identitaire. Donc, la crise de la trentaine, les gens viennent me voir. La crise de la quarantaine, les gens viennent me voir. La crise de la cinquantaine, les gens viennent me voir. La crise de la soixantaine, les gens viennent me voir parce mhm. que ils doivent redéfinir qui ils sont et ils ont besoin pour ça d'outils qui leur permettent de, d'être en paix avec eux-mêmes. Hmm. Mm. Alors, comment tu définis ce que tu fais? C'est de la spiritualité, c'est de la religion, c'est quoi en fait, c'est ce que toi tu fais? C'est une forme de quoi? Je sais pas comment définir ça. Comment toi tu définis ça? Moi, je suis thérapeute. Tu es thérapeute. Moi, je me considère comme une Tu thérapeute te... et comme une médium et une enseignante. Donc, je fais de la thérapie énergétique Mhm, parce que, en fait, quand tu es bloqué dans ta vie, que tu as besoin de changement ou que tu as eu des traumatismes profonds, tu as besoin de quelqu'un qui euh, te donne des outils pour pouvoir réactiver ton énergie et pour pouvoir la maintenir à un certain niveau. La deuxième chose que je suis, c'est médium. Et en fait, je ne pourrais pas faire de thérapie énergétique sans mes dons de médiumnité. Et donc, je suis clairvoyante et clairaudiente. Et si tu prends une consultation avec moi, il y a de fortes chances que... Oula, désolée. Il y a de fortes y a pas de chances cas. que je canalise des messages pour toi qui viennent de tes ancêtres, par exemple. Ok. Hmm. Est-ce que tu peux lire le futur de quelqu'un, par Je, exemple? je fais pas ça. Parce que médium, ça a quand même une connotation assez négative. D'après ce que je sais, ce sont des personnes qui prédisent l'avenir, le futur, qui peuvent... voilà. Est-ce que c'est... C'est pas la même Non? chose. Ça, c'est les voyants. C'est pas la même chose. Non. Ça, c'est... OK. Ça, c'est les voyants. Donc, les voyants, ce sont des personnes qui ont euh, des capacités à voir en effet l'avenir. Moi aussi, hein, j'ai ces capacités-là, mais en fait, je m'interdis de faire cela parce que, en fait, dans le monde spirituel, tout est possible. Donc, Hmm. si moi je vois un flash
et je dis ça, c'est ton avenir, j'enlève à la personne qui peut créer un avenir, choisir une réalité différente, je la conditionne à choisir cette réalité-là. Je fais jamais ça. En fait, ça, Mhm. je ne dis pas aux gens leur avenir. Ce que je peux dire, c'est quelles sont les énergies qu'il y a dans le futur pour eux. Et en fait, à eux de se saisir de ces énergies pour aller là où ils veulent aller. Mais moi, je dis pas aux gens, voilà ce que Dieu a prévu pour toi. Et puis quoi encore? Eh, Non. mais est-ce que c'est vraiment vrai, cette prédiction-là? Ou Mais est-ce que bien sûr. c'est de l'arnaque? Parce que moi, j'arrive pas vraiment à comprendre ce phénomène-là, de Alors, voyante, comment est-ce que tu peux un peu t'expliquer? m'expliquer ça? Ouais, comment Mhm. t'expliquer de manière rationnelle pour que tu comprennes? Toi, à mon avis, t'es vierge ou un truc comme ça, ou capricorne ou taureau, un truc comme ça. You need sign. Moi, je crois pas à ce genre de choses, Bon, aux dis-moi, signes astrologiques. est-ce que tu es vierge? Non, je sais pas. Ok, bon, je me suis trompée. Play again. Euh, mais en Vas-y. fait, comment t'expliquer? Chaque, la réalité qu'on voit là, et Mhm, là, je t'emmène vraiment aux théories de la relativité d'Einstein. C'est très mhm, scientifique, hein, ce que je te dis. Ce qu'on voit, la réalité matérielle et tangible, ça représente 0,0000001 en fait de ce qui se passe réellement. mhm, La réalité matérielle, c'est une infime partie de la réalité. Une grosse partie de ce qui se passe, en fait, ce sont des ondes électromagnétiques qui s'agglomèrent et créent des objets, créent des personnes, en fait, on est tous énergie, on est tous des vibrations. D'accord? mhm, Now, chacun d'entre nous émet un signal. Chacun d'entre nous est à la fois un émetteur et un récepteur de ces ondes électromagnétiques. OK? mhm. Ouais. Donc, il y a des ondes électromagnétiques qui sont avec une fréquence vibratoire dense qui nous permet de les entendre et de les voir avec nos yeux et de les toucher. Voilà, quand les choses sont denses, on peut les toucher, on peut en faire l'expérience avec nos cinq sens. Mais il y a aussi des ondes électromagnétiques qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas si on n'est pas sur la bonne fréquence vibratoire. Donc, c'est comme quand une radio, tu Mhm, as le canal 1, le canal 2, le canal 3, le canal 4. Et en fait, en fonction du canal sur lequel tu es branché, tu vas entendre une musique différente. Tu vas entendre, euh, tu vas entendre une musique différente. Les chaînes hertziennes, par exemple, avant qu'on arrive à la TNT, bah, tu avais le mhm, canal 1, 2, 3, et selon en fait le signal qui est envoyé dans le tube cathodique, tu vas voir des images complètement différentes parce que le signal est mhm, différent. Donc, les personnes qui ont des facultés qu'on dit extrasensorielles, comme moi, et on les a tous en fait, hein, c'est juste qu'il y en a pour lesquels c'est plus développé, euh, eh bien, on est capable de se brancher à des fréquences qui sont ni hertziennes, ni les fréquences FM, ni AM, mais qui sont d'autres fréquences et qui nous permettent d'entendre certains signaux ou de voir certains signaux ou de voir et de percevoir certaines images. Et donc, sur ces fréquences-là, ça peut être la fréquence euh, d'un futur possible pour juste. C'est pas le seul, c'est une fréquence particulière. Ça peut être le passé de juste. Ça peut être l'ancêtre de juste. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on, que la médiumnité fonctionne. C'est qu'on est des radios ou des téléviseurs qui captons des signaux que la plupart des personnes qui ne développent pas ces capacités extrasensorielles-là ne captent pas. That's it. mhm, mhm. C'est tout. Mais
est-ce que tu peux comprendre qu'il y a des gens qui peuvent percevoir ça comme quelque chose de mystique, par exemple? Ben oui, parce que ce qu'on dit mystique ou ésotérique ou etc., Mhm, c'est des choses qu'on peut pas voir, qu'on peut pas entendre, qu'on peut pas percevoir, que la grande majorité des gens ne connaissent pas. Donc mhm, je comprends parfaitement. Mais ça, je pense que d'ici les 10, 15 prochaines années, ça va être complètement démystifié. hmm, Parce que les avancées technologiques, là, ils sont en train de faire des études très poussées sur la médiumnité, sur les capacités extrasensorielles, sur la manière dont certaines personnes euh, captent, euh, euh, captent certaines ondes et fréquences mhm, vibratoires, la manière dont, quand on fait une méditation, ça shift les ondes du cerveau, etc. D'ici 15 ans, ce sera plus considéré comme ésotérique, tu vois. Il y a quelque ouais, temps, si on t'avait parlé de ChatGPT, t'aurais dit, il y a 10 ans, t'aurais dit, mais enfin, c'est de, t'aurais dit c'est de la science-fiction, ou t'aurais dit mhm, c'est, je sais même pas, t'aurais dit que c'est un truc de société secrète, d'élite, machin. Et en fait, maintenant, c'est démocratisé littéralement. Mais si tu vois mhm, ce qui se prépare pour dans 15 ans en termes d'IA, tu te dis, mais on est dans le futur, futur, futur. Et pourtant, c'est dans 15 ans. mhm. Donc, je Ouais. peux comprendre que pour certaines personnes, un, il n'y ait pas de réalité scientifique à ça. Mais en fait, la science ne sert qu'à... Les scientifiques, c'est ma mère qui me disait ça quand j'étais plus jeune. Ma mère, elle a fait Mhm, Polytechnique, hein, elle a fait maths sup, maths spé. Moi, je viens pas d'un background de 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 houhouhou et de ha ha ha. Mes deux parents, ils sont ingénieurs informaticiens. Ma mère, elle a fait Polytechnique. Mon père, il a fait Miage à Dauphine. Voilà. Donc, si je peux tenir ce genre de discours, c'est parce que j'ai aussi un socle intellectuel qui me permet de back up ce que je dis. Et donc, ma mère hmm, me disait, les scientifiques et les philosophes ne cherchent qu'à expliquer Dieu. Et c'est tellement vrai. Sauf que, en fait, la science, c'est une manière d'expliquer Dieu et le divin, mais il y a aussi les spirituels, il y a aussi les médiums, il y a aussi les artistes, il y a aussi et en fait, enfin, c'est ça la magie du divin, c'est que on est tous une expression de Dieu. Euh, et et ce que j'ai pu constater, c'est que les scientifiques ont toujours quelques années, si ce n'est quelques siècles de retard pour valider et estampiller des vérités et des sagesses qui mhm, sont euh, expliquées par des mystiques depuis des siècles. hmm. Alors, quel est ton background? Ton background, qu'est-ce que tu étudies? Tu étudies la théologie, la Euh, spiritualité? C'est quoi ton background? Moi, j'ai fait un bac ES, donc économie et sociale. J'ai fait les classes préparatoires aux grandes écoles. Je fais une prépa HEC à Paris pendant Mhm, 2 ans. Ensuite, j'ai fait une école de commerce. Donc j'ai été à Schema Business School. J'ai fait mes études là-bas pendant mhm, 4 ans parce que j'ai fait une année de césure entre ma deuxième et ma troisième année. Année de césure que j'ai fait dans le milieu de la presse. J'ai bossé chez Bayard. Ensuite, j'ai travaillé en régie publicitaire, d'abord chez Orange, mais à l'époque ça s'appelait Wanadoo. Euh, Ensuite, donc j'étais à des postes de sales, de commercial. Euh, mhm, Ensuite, j'ai bossé chez Yahoo pendant 3 ans, où j'étais donc en régie publicitaire et où je vendais une solution qui était toute nouvelle à l'époque, qui s'appelait Yahoo Click et qui était une solution pour permettre aux annonceurs qui cherchaient à faire des campagnes sur Internet, mais sans faire des campagnes d'image et de notoriété, mais qui cherchaient vraiment de la performance. Donc mhm, c'est ce qu'on leur vendait.
Ensuite, j'ai eu mon fils. Donc en 2007, j'ai quitté Yahoo. Je suis allée dans une start-up qui s'appelle toujours, elle existe toujours, qui s'appelle Mediastay. Et là, j'ai découvert l'emailing et j'ai découvert le blogging. Donc j'ai commencé à bloguer quand j'étais chez Mediastay. Et, euh, et en fait, pendant mes études, moi, je voulais travailler. Enfin, j'ai fait ce que je voulais en fait, hein. Moi, je voulais travailler dans la publicité, je l'ai fait. Et Mhm, je voulais travailler aussi dans le domaine de la beauté. Donc, mon mémoire de fin d'études, je l'ai fait sur les cosmétiques ethniques justement. Et ensuite, ben, quand j'ai créé mon premier business, je me suis appuyée sur ce que j'avais étudié dans pour faire mon mémoire. Donc, je n'ai pas du tout un background ni, en tout cas, scolaire, ni mhm, théologique, ni philosophique en dehors de ce que j'ai pu faire en philo en terminale et en prépa. En revanche, c'est sûr que je viens de famille de chefs coutumiers et de, de chefs religieux en fait, hein. Donc, mhm, du côté de mon père est congolais, mon grand-père était chef coutumier. mhm, Et du côté de ma mère est sénégalaise. Donc, mon grand-père maternel est de l'ethnie Lébou. Et chez les Lébou au Sénégal, c'est nous qui avons les rites de protection de la ville de Dakar et de toute la petite côte. mhm, Et du côté de ma grand-mère maternelle, je suis malienne et mon arrière-grand-père s'appelait Mamadou Lamine Dramé. Et mhm, Mamadou Lamine Dramé, c'était un très grand guérisseur. C'était aussi un guerrier qui s'est battu contre les colons français lorsqu'ils essayaient d'envahir la sous-région, le Mali et le Sénégal. Et et c'était un très grand érudit en islam. Donc même si j'ai pas, bon déjà ce sont du coup des dons qui se transmettent dans la famille, mais mhm, même si j'avais pas de, c'est-à-dire que petite, on m'a pas emmenée à l'école coranique par exemple, parce que ma mère est musulmane, mon père est mhm. chrétien, donc ils m'ont laissé le choix de ma spiritualité et de ma foi, ce qui m'a du coup forcé toute ma vie à m'intéresser aux textes sacrés et m'intéresser à la spiritualité et la religion. Ça m'a Et t'es allé à toujours... l'école où? Dans quel pays? En France, moi je suis T'as née, fait j'ai tes grandi à Paris. études, né, grandi à Paris. Oui. Waouh! Mais c'est-à-dire que tes parents, ils sont vraiment forts au niveau de l'éducation. Ouais, mes Parce parents, qu'en ils sont général, extraordinaires. en général, les enfants africains qui grandissent à Paris perdent leur culture, Non, leur mes parents, identité en quelque non, sorte. mes parents, ils sont pas comme ça. Non? Non, mais en fait, j'ai eu la chance mes parents sont traditionalistes, première chose. Mmh. Euh, Ils sont traditionalistes, ils sont très attachés à leur héritage, à leur famille, euh, parce qu'ils viennent aussi de ce qu'on appelle de grandes familles, tu vois. Mmh. Euh, et la chance que j'ai eue, c'est que, alors c'était et une chance et a curse, comme ils disent, c'est que il ne s'est pas passé un an depuis ma naissance où il n'y a pas eu un membre de ma famille du Sénégal ou du Congo qui habite chez nous. Mmh. Mes parents, c'était le point de chute. Ça leur a porté beaucoup préjudice. Ils en ont beaucoup souffert, nous aussi. Mais l'avantage, c'est que même si mes deux parents, parce qu'ils ne parlent pas la même langue, parlaient français entre eux, moi, j'ai appris le Wolof à Paris. Parce que ma mère parlait Wolof avec ses cousines qui étaient à la maison. Oh, ouais, c'est Et, intéressant. et quand je suis arrivée au Sénégal pour la première fois à l'âge de 8 ans, Mhm. en fait, tout le monde disait non, mais elle comprend, mais elle ne parle pas.
Donc, je n'osais pas parler parce que tu sais, dans la culture sénégalaise, ils aiment bien se moquer des gens avec leur accent et tout ça. Et donc, j'étais un peu Mhm. timide par rapport à ça. Et, mais en fait, je comprenais tout. Et beaucoup de gens ne croyaient pas que je comprenais. Et donc, tu sais, des fois, les gens sont là, ils parlent de toi sans te dire qu'ils parlent de toi. Donc, Ouais, ouais. Ouais, ça, hein? j'avais compris ça. On te critique devant toi. Oh my God. Et donc, la veille de mon départ, donc tout le monde était là et tout, assis. Ma grand-mère, non, elle, fait à son âme. Il y a eu ma grand-mère, mes tantes, les voisines, tout est là. Et je dis, j'ai compris tout ce que tout ce que vous avez dit. Toi, t'as dit que toi, t'as dit que toi, non, 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 de toute façon, c'est bon. Là, 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 là. Ma grand-mère qui dit, chill. Mais ces enfants-là, ils sortent d'où? Elle appelle ma mère, elle dit, oui, regarde ta fille, elle est venue faire un Mhm. scandale ici et tout. Donc, tout ça pour te dire que, non, enfin, j'ai toujours été attachée à ma culture sénégalaise, même si j'ai eu une période de rébellion je préférais aller aux États-Unis que de venir au Sénégal. Mhm. Mais j'ai eu la chance que mes parents m'emmènent ici régulièrement quand j'étais plus jeune et que du coup, pour moi, l'Afrique, c'est pas un fantasme, quoi. Ni Ouais. un fantasme positif, c'est-à-dire c'est là où tout est possible, on va rentrer au pays, on va être là-bas, on va être les nababs, non. Et c'était pas non plus un fantasme négatif, hein, parce que je sais que beaucoup de personnes de la génération de mes parents se sont installées en Occident ont créé un narratif négatif autour de l'Afrique et de leur pays d'origine. Donc, pour moi, c'était pas ni un fantasme, ni un. C'est juste un autre endroit que je peux appeler chez moi. Hmm. Alors, tu as fait les études en France, tu as travaillé en France, dans des entreprises, tu es allé aux États-Unis, et à quel moment tu décides de devenir thérapeute? En, Parce que tu pas toujours été spirituel, je pense. Ou bien? je l'ai pas toujours été autant. Ok. Mais en fait, ce qui m'a conduit à ça, c'est cette période de crise dans ma vie, de crise véritablement existentielle, hein, où tu es Mhm. là, en fait, toutes les bases de ma vie, ma carrière, mon Mhm. mariage, là où je vis, etc., sont complètement remises en cause et où ces facultés médiumniques se révèlent. Et en fait, je ne suis pas devenue thérapeute. En fait, je l'ai toujours Ok. été. En fait, la différence entre ce qui s'est passé la manière dont je travaille aujourd'hui et la manière dont je travaillais hier, c'est juste que j'ai compris ce que je faisais. Et qu'est-ce que tu faisais? Ben, en fait, la Natural Air Academy, par exemple, c'est un événement qui réunit maintenant 15 000 personnes autour de la beauté noire et du cheveu crépus, où tu as des Mhm. intervenants qui expliquent comment prendre soin de ses cheveux. Si tu regardes ça d'un point de vue superficiel, tu te dis, Mhm. OK, c'est juste une fête, c'est une célébration du cheveu crépus, c'est comme son nom l'indique, Natural Air Academy, on vient pour apprendre à s'occuper de ses cheveux. Mais non, c'est à la fois une cérémonie pour la diaspora, Mhm. c'est un endroit thérapeutique profond qui permet de se libérer des dictats de la société autour du cheveu crépus, de se libérer de ses bagages émotionnels. Ma mère m'a dit que j'avais de mauvais cheveux quand j'étais petite. En fait, c'est de la thérapie. Ok. Mhm. Mhm. Euh, Mhm. Quand quand j'ai fait par exemple Afropreneur Summit, donc le premier sommet de l'entrepreneuriat noir au féminin, la première édition, c'était ouais, on va parler d'expérience, on va raconter nos histoires, etc.
Donc tu te dis, c'est juste un sommet sur l'entrepreneuriat. Sauf que Mhm. si tu l'inscris dans l'héritage de nos traditions de guérison, bien en fait, on est venu parler sous l'arbre à palabre et on est venu raconter nos histoires. Et c'est comme ça, en fait, que Mhm. chez nous, on guérit. Donc, je Ok. l'ai toujours été thérapeute. Quand j'ai une idée d'un concept ou quand j'ai une idée parce que moi, j'ai toujours des visions de ce que je veux que l'expérience soit. C'est comme ça que je travaille. J'ai toujours une Mhm. vision. Donc, par exemple, Belle et Ben, mon premier business, j'avais une vision je veux un magasin où les gens viennent, ils s'assoient et ils racontent leurs problèmes et on leur fait un diagnostic et on les conseille. Mais la vision, à la fin du rendez-vous, c'était j'étais en train d'enlacer quelqu'un. Quand par exemple, j'ai une vision de la Natural Air Academy, j'avais une vision de 200 femmes sous la tour Eiffel, sur une péniche, sur un bateau. On l'a Mhm. fait, mais en fait, c'est profondément thérapeutique. Je ne sais pas si pour l'histoire de la femme noire en Occident, cet événement, il a toujours une caisse de résonance mondiale. Parce que ça parle aux Africaines, ça parle aux Françaises, ça parle aux Canadiennes, ça parle aux Américaines. Parce que on prend notre place. Et ce bateau-là, qui est si symbolique pour nous tous, c'est profondément thérapeutique. Quand je dis je vais faire une retraite, la vision c'est je vois des femmes en cercle. Je me dis bon, je vais faire une retraite, on va venir, on va se reposer, on va se détendre, etc. Mais c'est de la thérapie. Donc en fait, j'ai toujours fait de la thérapie. C'est juste que je ne le savais pas. Hein. De Mhm. deux, je ne comprenais pas la dimension spirituelle de ce que je faisais. Et il a fallu que moi-même, je passe par une période où j'ai eu besoin de ces outils pour que je me rende compte de leur dimension thérapeutique, leur dimension énergétique, et que je mette des mots, en fait, sur la méthodologie que j'avais euh, mise en place depuis presque 10 ans, Mhm. sans lui donner la dimension spirituelle et thérapeutique que ça a. Ok, parce que tu dis que tu as eu un burn-out en 2018. Est-ce que Ouais, c'est en partant de ce burn-out-là que tu as oui. J'ai commencé à changé être ma beaucoup vie. plus spirituel? Oui. En fait, je l'étais déjà. Mon initiation a commencé en 2016. En 2016, j'ai commencé à avoir mes dons. J'ai Mhm. commencé à voir des choses, à voir des flashs en fait pour les gens. Et heureusement, mes parents m'ont tout de suite dit des choses qui, du coup, m'ont permis aller chercher de la ressource. Je suis tombée sur mon premier enseignant en astrologie. Euh, Mhm. et à ce moment-là, c'était des choses qui étaient vraiment personnelles, privées, dont je parlais pas. À ce moment-là, je faisais toujours du coaching business. Je vendais mes accompagnements. Je parlais pas de spiritualité dans ce que je fais. Et Mhm. puis, 2018, j'ai fait un burn-out qui m'a changé la vie. Et là, en fait, j'ai dû retourner à la source de moi-même. J'ai dû envoyer valser beaucoup de choses, en fait, qui me paraissaient Mhm. superficielles. Mhm. Superficielles, inutiles, euh, inauthentiques. J'ai Mhm. quitté Paris à ce moment-là. Je suis allée m'installer dans un tout petit village dans le Maine-et-Loire avec 7000 personnes. Je suis partie avec mes enfants. D'abord ma fille. Mon fils est resté à Paris avec son papa de la première année. Et là, là, je suis passée par une période où je n'ai eu d'autre choix que de rentrer en introspection profonde et de me dire, OK, ces dons-là, j'en fais quoi? En fait, Mais comment tu as su que c'était des dons? mais parce que les gens te le C'est ça, disent. tu n'étais pas confus par ces visions que tu avais? Mais non seulement les gens te le disent, Mhm. mais de deux, enfin, j'ai eu des gens je suis allée chercher de la ressource. Je suis allée chercher des gens pour m'expliquer ce que j'étais en train de vivre quand même, ce que j'étais là, je me disais, Mhm. mais what the fuck?
Donc moi, j'étais suivie par une thérapeute et elle est énergéticienne. Et en fait, je l'ai coachée d'abord. Mhm. Et en fait, rien n'est jamais par hasard. Moi, je suis venue la coacher pour son business. Elle est venue pour que je la coache son business. Et puis elle me dit, mais tu sais, toi aussi, t'es guérisseuse. Je dis, qu'est-ce que tu racontes là? Et donc après, je vais en retraite chez elle, en Tunisie. Et là, ça m'a complètement Mhm. métamorphosée. Parce que j'ai compris ce que je faisais, j'ai compris qui j'étais. Et j'ai dû me poser Mhm. pour me dire, OK, maintenant, j'en fais quoi? Et surtout, elle me disait une phrase que je dis aussi, c'est Speak your truth, dis ta vérité. Et donc, Mhm. j'ai été, mon âme m'a forcé à dire qui j'étais et à arrêter de me cacher. Mhm. Et à arrêter de me cacher derrière l'étiquette de coach, l'étiquette de blogueur, l'étiquette Mhm. d'entrepreneur, l'étiquette, all of that is a label. Alors, Oui. tu parles aussi souvent de ton divorce. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as appris de ton divorce et qu'est-ce qui s'est passé après ton divorce? Est-ce que tu t'es développé davantage spirituellement? Qu'est-ce qui s'est passé après? Oh, mon divorce, c'était chaud. Mmh. Non, c'était chaud parce que je me suis mise avec le père de mes enfants. J'étais très jeune, j'avais 19 ans. Pour moi, on allait Mmh. faire le reste de notre vie ensemble. Mes parents sont toujours ensemble, en fait. Là, mes parents, ils ont fêté 70 ans cette année. Moi, pour moi, le divorce, c'était inenvisageable. C'est Mmh. inenvisageable. Donc, et j'ai appris énormément de choses. J'ai appris énormément de choses sur moi, sur l'énergie féminine. En fait, je me suis rendu compte que j'étais rentrée dans cette relation en portant des traumatismes tellement lourds que je ne pouvais pas être. En fait, j'étais une femme en survie. J'étais en mode survie. Et donc, j'étais quelqu'un qui ne se sentait pas digne d'être aimé et nécessairement le père de mes enfants avec tout ce qu'il pouvait. Euh, il pouvait pas m'aimer parce que je m'aimais pas. Mmh. La deuxième chose que j'ai découvert pendant mon divorce, c'est les troubles de la personnalité narcissique. Je savais pas que ça existait. Et en fait, ça C'est existe. quoi ça? Alors, le narcissisme, euh, c'est un trouble de la personnalité qui fait que tu n'arrives pas à avoir de la compassion et de l'empathie pour l'autre, qui fait que tu as un sens de la grandiosité par rapport à qui tu es. Donc, les gens qui sont narcissiques, ils se voient comme extraordinaires, comme les meilleurs de tout et de tout et tout. Tu te Et voyais au-dessus des autres? non, c'est pas moi qui étais narcissique. OK. Même si, même si en fait, le fait de grandir dans un environnement où il y a le narcissisme, parce que c'est un système, le narcissisme. Donc moi, j'ai Mmh. grandi dans un système profondément narcissique qui m'a fait du coup rentrer dans un mariage avec le même système. Et du coup, quand je suis sortie de mon mariage, j'ai compris ce que Mmh. c'était le système narcissique. Donc, c'est à la fois un trouble de la personnalité chez les gens, Mmh. mais c'est aussi, ça crée des familles dysfonctionnelles. Ça crée des dynamiques dysfonctionnelles où euh, il y en a qui doivent jouer un certain rôle pour que le système continue à fonctionner. Tu comprends? Mmh. Donc, en fait, j'ai découvert ce que c'était les troubles de la personnalité narcissique. J'ai découvert ce que c'était l'emprise. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais sous emprise pendant 14 ans. Et sortir de mon divorce, ça a vraiment été guérir du système narcissique et sortir du rôle de soit du sauveur, soit de la victime, soit du bourreau. Mais moi, j'étais souvent soit la sauveuse, soit la victime Mmh. et apprendre
à comprendre pourquoi j'étais restée dans ce système aussi longtemps, Mhm. quelle était ma part de responsabilité dedans et comment faire en sorte de ne plus reproduire ça, ni pour moi, ni pour mes enfants. Et du coup, j'ai écrit un livre qui s'appelle Arrête d'être une femme forte, euh, qui m'a fait réaliser comment les traumas que j'avais, qui sont des traumas que j'ai vécu moi-même, mais aussi les traumas des femmes de mes lignées maternelles et paternelles, ont eu un impact sur moi et m'ont fait porter une armure et une carapace qui faisait de moi un aimant à des personnes aux troubles de la personnalité narcissique. Hmm. Mm. Par rapport au mariage, Mm. il y a souvent des personnes qui se marient ou Mm. qui se mettent en couple avec l'intention que son partenaire ou sa partenaire va les rendre heureux. Ah, C'est-à-dire que eux-mêmes, ils ne sont pas heureux, ils n'ont pas fait un travail de fond sur eux-mêmes, sur leur personnalité, ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes, ils mm. ne s'aiment pas, mais ils estiment qu'en se mettant en couple avec l'autre, cette personne-là va certainement apporter un plus du bonheur dans leur vie. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense que si tu es de mauvaise compagnie pour toi-même, c'est-à-dire Mhm, que tu te supportes pas, c'est-à-dire que l'idée d'être seul avec toi, ça t'empêche de dormir, qu'il te faut nécessairement quelqu'un, ça veut dire que tu seras aussi de mauvaise compagnie pour quelqu'un d'autre. hmm, C'est-à-dire que pour moi, euh, si tu ne te sens pas bien seul, si tu n'arrives pas à être à l'aise avec toi-même, tu ne peux pas être bien en couple. C'est ma conviction profonde et je l'ai expérimenté. C'est-à-dire que à chaque fois que je me suis mise avec quelqu'un parce que j'avais cette espèce de vide en moi, mhm, que je m'autorisais pas à faire ce que je veux, que je m'autorisais pas à aller au bout de mes ambitions, ou que je m'autorisais pas à être tout simplement la personne que je veux vraiment être, où je me regarde dans le miroir, je dis, oh, là, vraiment, ou, tu sais, vraiment t'aimer, aimer mhm. ce que tu fais, comme disait Maya Angelou, aimer ce que tu fais, aimer pourquoi tu le fais et la manière dont tu le fais. Vraiment, ce triptyque, pour moi, il est vraiment très important. Et donc, si tu n'es pas bien dans ça, là, mais Mhm. tu vas pas être bien avec quelqu'un, ou sinon vous serez misérables tous les deux. Vous serez misérables tous les Oh, deux. Et en fait, tu sais, j'entends souvent que l'être humain est un être social et que tu dois absolument être en couple, que tu peux pas vivre seul, etc., etc. Moi, là, c'est la première année que je vis seule. C'est-à-dire que mes enfants sont en France. Je ne suis pas en couple. J'ai même pratiqué l'abstinence pendant 1 an. Oui, I'm hmm, alone. Ok. J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Jamais. hmm, Parce que du coup, j'ai pris la décision en conscience de non, non, non. Cette personne-là qui s'appelle Clarisse, en fait, on va la kiffer et on va faire en sorte que sa vie ce soit un kiff. mhm. Il y a quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un, c'est pas grave. Alors, j'ai une question à poser par rapport au mariage. Oui. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment avant de te marier? Ah, bah déjà, Sur le plan spirituel, bien sûr. Bon, tu peux aussi en citer d'autres si tu en as. la première chose que j'aurais faite avant de me marier, clairement, c'est que je serais allée voir un astrologue. Parce que vraiment, on m'aurait dit, mais tu vas où là? En fait, on m'aurait dit, tu vas apprendre des leçons qui vont être nécessaires dans ta vie et Mhm, bon, comme je suis un peu kamikaze, j'y serais allée quand même, donc ça n'aurait pas changé grand-chose, mais au moins j'aurais su à quoi m'attendre. hmm, Mais c'était une relation qu'on appelle karmique, donc c'était le destin.
vraiment le Hmm. père de mes enfants et moi. Et puis, enfin, sans lui, j'aurais pas mes enfants, quoi. Et Hmm. donc, voilà, je serais allée voir un astrologue, voilà, a posteriori. Mais sinon, je serais allée voir mes ancêtres beaucoup plus tôt pour demander la bénédiction. J'aurais pas attendu. On a fait notre mariage coutumier au bout de 7 ans. Je l'aurais Hmm. fait avant. Je Hmm. l'aurais fait avant. Et toi, tu crois vraiment à la puissance des ancêtres? Oh, mais bien sûr. Mais ils sont en toi. Toi, sans tes ancêtres, t'es qui? Tes yeux, c'est un ancêtre. Ta bouche, c'est un ancêtre. Tes oreilles, c'est un ancêtre. Donc, si toi, tu crois à ta propre puissance, comment tu peux ne pas croire à la puissance de tes ancêtres? Ils sont en toi. Donc, tout le monde Hmm. est là, ouais, le développement, truc, ma force, my power et tout. Ton Non, capital non. génétique, c'est ton ancestralité. Et c'est ton corps, ce n'est que la mémoire de tes ancêtres en toi. Bien sûr Voilà, que oui, je crois à la- je comprends ça. Bon, on suppose, par exemple, quelqu'un qui a grandi dans une famille compliquée, difficile, qui n'a pas eu de bonnes relations avec ses parents, ses grands-parents, qui étaient maltraités, etc. Ce genre de personne, comment lui, il va faire Oui, confiance au pouvoir des ancêtres? mais bon, déjà d'une, alors ça vraiment c'est une très très bonne question parce que it's so deep. Moi je t'ai dit là à l'instant que je Mhm, suis issue d'une famille avec un système narcissique. C'est-à-dire mhm, que ça se reproduit de génération en génération. Tu dois comprendre que tu as une partie de tes lignées ancestrales qui étaient tout aussi rebelles que toi à ce système, mais qui n'ont pas eu ni la force, ni le courage, ou qui n'ont pas pu, de faute de moyens. C'est-à-dire, tu vois, je pense à toutes nos arrière-grand-mères qui ont subi les pires horreurs dans leur mariage. Elles pouvaient rien faire d'autre que de rester. Donc, en fait, quand tu vois tes parents, tes grands-parents, tu te dis ma famille est pourrie, il faut te dire que d'un point de vue spirituel, mhm, les âmes qui ont vécu ça, euh, elles, elles sont au niveau de l'âme. Elles sont pas au niveau de l'être humain qui n'agit qu'avec son ego. hmm. Donc, il y a de fortes chances que tu aies des alliés dans tes ancêtres qui t'aident à fracasser ce système. Et il y a de fortes chances que tu te sois incarné pour fracasser ce système Hmm. That is deep. It's deep. Yeah. Et briser ces chaînes-là. Mhm, Donc, c'est sûr que si même quand tu dis tes parents là, en fait, tu vois, on voit les choses d'un point de vue très égoïstique. Quand je dis égoïstique, c'est d'un point de vue de l'ego, c'est-à-dire moi je suis Clarisse, toi tu es juste, etc. Mais quand tu mhm, prends de la hauteur et que tu regardes les choses du point de vue de l'âme, on fait tous le choix de s'incarner sur Terre et de prendre un rôle. C'est l'identité qu'on choisit d'avoir. Tu penses vraiment que c'est cool pour ta mère qui t'a tapé de choisir ce rôle-là dans ta vie? Parce que ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que quand les gens te maltraitent ou ça se passe mal, c'est souvent ça se passe mal avec toi. Ils peuvent être de bonnes personnes avec d'autres personnes, c'est ça? Oui. Regarde même tes parents. Entre toi, ton frère, ta sœur, je sais pas combien vous êtes dans ta fratrie, tes parents sont Mhm, complètement différents. C'est-à-dire que avant de vous incarner, vous vous êtes mis d'accord sur comment, quel rôle je vais jouer dans ta vie et quel rôle tu vas jouer dans la mienne. Donc, quand tu dis cette personne est horrible, etc., et bien évidemment, la personne que tu as devant toi, là, c'est horrible ce que la personne fait.
C'est horrible. Tu te fais passer par les pires souffrances, les pires trucs, les pires machins. Maintenant, au niveau de l'âme, tu penses que ça intéresse qui de se dire je vais descendre sur Terre là pour jouer le bourreau dans la vie de Juste? Pour que cette personne me déteste, pour que cette personne me hait, pour qu'elle ait la haine contre moi, la colère, avec tout le risque que ça peut avoir sur les prochaines incarnations de toute cette énergie négative autour de la personne. Il y a que Mais il y les a des personnes. personnes qui sont mauvaises de nature. J'y crois pas. J'y crois pas. Je crois Je pense pas. qu'on est tous bons. Je pense qu'on est tous neutres. Il n'y a pas de gens mauvais par nature. Ça veut dire, Hmm. ça voudrait dire que Dieu fait des créatures mauvaises, non? C'est pas faux ce que tu dis. En fait, soit tu crois en Dieu, soit tu crois pas. Et c'est dur, hein. Oh, c'est dur. Tu vois P. Diddy, tu vois Hitler, tu vois truc, tu te dis, mais c'est des gens mauvais. Mais c'est des êtres qui ont été créés par Dieu comme toi. Donc, en fait, faut te demander, qu'est-ce qui leur est arrivé pour qu'ils deviennent cette personne-là? Et Hmm. comment, en tant qu'humanité, parce que il y a toi, moi, notre interaction, mais il y a aussi notre karma collectif. On a décidé tous d'être ensemble sur Terre au même moment. On a des choses à jouer ensemble. On a des choses à guérir ensemble. On a des Mais choses à pourquoi tu dis apprendre. on a décidé? On n'a pas décidé de venir. Mais bien sûr que si. C'est ça le Comment libre ça? arbitre. T'as décidé de naître, d'être. Mais bien sûr, j'ai demandé à Dieu qu'il me donne la chance d'être en vie. Et quand Non, je parle de ta naissance, le jour où tu es né, le jour où ta maman elle est tombée enceinte. C'était pas ta décision à toi? c'était ma décision, celle de ma mère, celle de Dieu, celle de mon père et celle de toutes Ouais. les personnes qui sont rentrées dans ma vie. Là, ça devient beaucoup spirituel là. You asked for it. OK, En fait, OK. Mmh. c'est difficile de comprendre la vie Mmh. si tu ne comprends pas la notion d'incarnation et de choix d'incarnation. C'est très difficile d'être OK avec la vie si tu ne prends pas ta part de responsabilité dans ta vie. Et ta part de responsabilité, ça va même jusqu'à j'ai choisi cette expérience-là. Ça veut dire que je savais avant de venir sur Terre que je serais capable de la surmonter et de la traverser. Ça veut dire Donc aussi, tu choisi tu j'ai dit choisi, tu choisi de naître en France d'un parent congolais et sénégalais? bien sûr, t'as vu le cocktail que ça fait? OK, et explique-moi un peu cette partie-là, C'est la partie s'il te là, plaît. hein. Mais Non, écoute, sincèrement. euh, tu te dis que avant de naître sur Terre, Mmh mh. en fait, la vie sur Terre, c'est une école. Mmh. Et en fait, on cherche tous l'élévation de notre âme. On cherche tous à faire des expériences qui nous permettent l'élévation de notre âme. Mmh. Et on souhaite, toutes les âmes aspirent à vivre le maximum d'expériences possibles pour que notre âme s'élève. OK? Mmh. Donc, quand tu finis une vie, tu te dis, ah, je devais faire ça, je devais faire ça, je devais faire ça, je devais faire ça, je l'ai pas fait. Donc, tu remontes au niveau de l'âme et puis tu attends que Dieu te donne la possibilité de revenir. Et quand tu sais que tu dois revenir, Dieu te donne la possibilité de choisir la meilleure combinaison possible pour atteindre ta mission dans cette vie-là. Et OK. donc, tu te dis, ah, attends, ok, bon là, j'ai la possibilité d'être Clarisse Libéné, une femme noire qui naît en 1980 à Paris, ou j'ai la possibilité d'être Stéphane qui naît, je sais pas moi, en Afrique du Sud en 1982. Euh, mais en fait, j'ai besoin de certaines énergies à ma naissance, j'ai besoin d'un certain cocktail d'épices pour me permettre d'être dans cette énergie-là
dans ma vie pour avoir ma mission d'incarnation, Mhm. pour y arriver. Et donc, tu, tu, tu choisis. C'est comme si Dieu te disait, OK, jeu de carte 1, jeu de carte 2, jeu de carte 3, jeu de carte 4. Je sais pas combien on nous en propose, hein, j'en sais rien. Mhm. Et là, tu choisis. Donc, ma conviction est que comme on n'est pas maso, enfin j'espère, on choisit le moins pire. Euh, Alors, ouais, merci pour cette explication, même si je reste un peu... en Mais tout cas, bien je dois faire sûr, beaucoup plus de recherches oui, sur le sujet. oui, vas-y. Bon, on va parler un peu d'argent, OK. parce que tu t'es aussi beaucoup prononcé sur ce sujet-là. Ouais, Euh, Tu as dit, je suis devenu allergique à la pauvreté. allergic. Euh, Travailler sans relation à Dieu, c'est ainsi travailler sans relation à l'argent. Sa relation à l'argent. Travailler Je sa reg- je- relation à Dieu, c'est aussi travailler sa relation à l'argent, ouais. Exactement, travailler sa relation à Dieu, c'est aussi travailler sa relation à l'argent. Mhm. Alors, est-ce que tu peux un peu nous dire plus par rapport à ça? Est-ce que quel est le rapport entre Dieu et l'argent? Le rapport entre Dieu et l'argent, c'est que, en tout cas moi personnellement, je crois que Dieu est un Dieu d'abondance, et que Dieu nous pourvoit toujours à tous nos besoins, en tout temps et en tout lieu. Mhm. J'y crois profondément, et ça n'a pas toujours été le cas. Ok. Donc, quand tu dis j'ai pas assez d'argent, ok, ce que tu dis c'est Oui. Dieu ne fait pas assez pour moi. Ah bon? Dieu ne fait pas assez pour toi? Really? Non. Donc, en fait, j'ai réalisé que ma relation avec l'argent était souvent le reflet de ma relation au divin. Quand je me sens aimée, protégée par Dieu, en tout temps et en tout lieu, l'argent coule, j'ai pas de problème. Mais dès que je commence à avoir des doutes dans ma foi, ah là, ça ne va plus. Hmm. En fait, l'argent, c'est une énergie. C'est une énergie, ça circule. C'est comme de l'eau, ça circule. Mhm. Okay. C'est une énergie eau qui est émotionnelle. Donc là, Ok. je rentre dans les aspects ésotériques pour que tu comprennes. Donc l'argent, ça fait partie de la vie, tu vois. Et Mhm. pour vivre, tu as besoin de plein d'éléments. Et un des éléments dont tu as besoin, c'est l'élément eau. Donc tu as besoin de boire de l'eau, tu as besoin de t'hydrater. Tout ça, c'est en fait, ça vient pacifier ou stabiliser ton état émotionnel. D'accord? Mhm. L'argent, c'est une énergie eau. C'est-à-dire que si tu regardes l'argent, on utilise le même vocabulaire que pour l'eau. L'argent, ne serait-ce que le mot argent, c'est un métal qui, au niveau ésotérique, est associé à la lune. D'accord? Oui, je comprends. Et la lune, qu'est-ce qu'elle régule sur Terre? Elle régule les eaux. Donc, quand il y a la pleine lune, la nouvelle lune, il y a les marées, il y a tout ça, c'est la même chose en fait. C'est la même énergie. Mhm. Donc, quand tu regardes d'ailleurs la bourse, faudrait faire d'ailleurs des études. Il y a des études dessus, mais je pense pas qu'elles soient traduites en français. Les fluctuations de la bourse sont très liées au cycle lunaire. Et on le sait, enfin, l'argent et les décisions de dépenses ou les décisions d'investissement, etc., sont des décisions émotionnelles. Tes décisions d'achat, ce sont des décisions émotionnelles. Donc, si ta manière de dépenser ton argent est émotionnelle, ta manière de le créer l'est aussi. Ta manière de le recevoir l'est aussi. Alors, Donc, quel état... vas-y, termine. donc, ce que j'ai compris, c'est que quand je considère que j'ai des problèmes d'argent, le problème n'est rarement financier, il est émotionnel, il est spirituel. Et en fait, j'ai des émotions en moi qui bloquent le flux d'abondance dans ma vie. Tu vois, tout le vocabulaire autour de l'argent, c'est un vocabulaire et émotionnel et on parle de flux financier, on parle de banques comme the Riverbank.
On parle de cash flow. Okay? Donc, est-ce Hmm. que ton flow d'énergie, tes eaux, tes émotions sont libres et qu'elles peuvent circuler, ou est-ce que y a un blocage au barrage pour recevoir l'argent, mais aussi pour le dépenser? Wow. Ah, c'est très intéressant ce que tu as. Mais quelle est ta relation avec l'argent, toi? Est-ce que tu Et- sais gérer l'argent? Est-ce que ah tu oui, sais dépenser, manager ton argent? tranquillement. J'ai appris. euh, En fait, je pensais que j'étais une très mauvaise gestionnaire, que j'étais très dépensière, mais en fait, je le suis pas. Je, je sais à la fois créer de l'argent, Mhm. je sais économiser. Ça, c'est la chose que j'ai eu du mal à faire pendant très longtemps. Je j'économisais pas parce qu'en fait, j'étais dans une relation avec l'argent de survie. Et en fait, quand Hmm. tu es dans l'énergie de la survie, tu n'économises pas, paradoxalement, parce que tu crois que tu vas mourir peut-être demain, donc tu te dis off, allez, fuck it, je vais dépenser. Et quand tu es dans l'énergie de la survie aussi, ça peut aussi se matérialiser par une telle contraction de ton corps et de tes énergies que du coup, tu n'arrives pas à en recevoir. Et c'est pour ça que les gens qui sont dans la survie restent dans la pauvreté. Donc, je suis devenue Hmm. allergique à ça. Parce que, en fait, il faut être allergique à la pauvreté. Ce que tu ne détestes pas, tu le tolères. Moi, je déteste la pauvreté. I hate that. Hmm. I don't tolerate poverty. Eh non. Hmm. Les moments dans ma vie où j'ai manqué d'argent, mais l'argent était devenu le maître de ma vie. Hmm. Parce que les gens te disent, oui, on a que, tu sais, c'est biblique, hein. On peut avoir qu'un seul maître, Dieu ou l'argent. Mais quand t'es pauvre, c'est l'argent ton maître. Tu y penses matin, midi et soir. Quand t'es à découvert, on t'envoie le ting-ding de la banque le matin. La première chose que tu fais, tu regardes ton téléphone, tu dis, oh, c'est l'argent ton maître. Donc en fait, pour ne pas que l'argent soit ton maître, il faut en avoir. Hmm. Et pour en avoir, il faut aussi développer ce côté spirituel. Est-ce C'est que pas c'est possible nécessaire. d'être riche sans développer? Vas-y. Je pense que tu peux avoir un certain niveau d'abondance dans la vie sans développer ta spiritualité. Je pense que tu peux y arriver, mais tu en as besoin pour le maintenir. Hmm. That is deep. Oh. Parce qu'en fait, ce qui fait que les Mhm. gagnants au loto perdent tout, c'est l'énergie dans laquelle ils sont. Hmm. Le nombre de personnes qui ont gagné des millions l'année d'après, they're broke, ils sont Mhm. fauchés, endettés, divorcés. Euh, c'est parce qu'en fait, euh, the mass of money, cet afflux énorme d'énergie, n'a fait qu'être un amplificateur de ce qui était déjà en eux. Mhm. Mhm. Donc, encore une fois, l'argent, c'est une énergie, c'est neutre. Tu vois, moi, je suis pas dans les discours de tu attires ce que tu es, tu attires tes peurs. Faut arrêter avec ces bêtises. Sinon, les gens qui gagnent au loto, par contre, ce que je crois fondamentalement, c'est tu crées ce que tu penses. Mhm. Mais tu attires qui tu es. Non, c'est en fait Mhm. non, 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 non. Ouais, je comprends, Anyway, je comprends. donc tout ça pour dire que tu n'as pas besoin de spiritualité pour atteindre un certain niveau, certains paliers en termes de revenus, de chiffre d'affaires, d'argent. En revanche, pour le garder, pour le maintenir et pour le faire grandir, tu as besoin d'outils spirituels. Sinon, tu dilapides l'argent. Mhm. Mhm. Wow, ok. On va continuer de parler d'argent. Alors, tu as parlé aussi de quelques erreurs énergétiques qui empêchent l'argent de rentrer chez vous ou chez Hmm, moi. Et tu as hmm, cité ces erreurs énergétiques qui empêchent l'argent de rentrer chez certaines personnes. Alors, hmm. est-ce que tu peux nous en parler encore de ces erreurs énergétiques-là qui pourraient empêcher à l'argent de rentrer chez quelqu'un? Bah, en fait, faut te dire que l'argent, c'est un invité dans ta vie. Mhm.
ok? Donc tu l'invites. C'est pas toi, c'est quelqu'un que tu aimes bien avoir dans ta vie, quoi. Mhm. Ok? Donc, euh, l'argent, c'est une énergie associée à l'abondance, au luxe, à la beauté. C'est une énergie féminine, c'est l'énergie de Vénus. Euh, Dans le panthéon Yoruba, c'est l'énergie d'Oshun. Donc il faut te dire que l'argent, c'est une jeune fille qui aime les belles choses de la vie. Bon, pour qu'elle vienne chez toi et qu'elle reste chez toi, tu vas la recevoir comment? Est-ce que tu vas la recevoir comme Barack Obama, tu vas mettre les petits pas dans les grands? Ou est-ce que tu vas la recevoir dans un environnement qui est triste, où les objets sont cassés, où tu as une mauvaise présentation, où ça sent mauvais? Non. Donc, la base de ce que je dis quand je dis, voilà, les 7 erreurs que tu fais quand tu aménages ton espace qui fait fuir l'argent, c'est ça. C'est en fait, l'argent, c'est une énergie qui aime être dans le confort et dans le luxe. Ça veut pas dire que ça a besoin d'être clinquant, doré, etc. Mais en fait, il faut éviter les objets cassés. Il faut éviter aussi les fuites énergétiques. Donc, et encore une fois, c'est une énergie eau, donc tout ce qui crée des déperditions d'énergie fait fuir ton argent. L'exemple simple de ça, que tout le monde peut comprendre, c'est si ta maison est mal isolée, tu perds de l'argent. Ok. Mhm. Et tu as parlé de cette technique chinoise appelée le feng Feng shui. shui, oui. Mhm. Mais en fait, la base du feng shui, c'est quoi? C'est que dans ta maison, en fait, c'est l'endroit où tu passes le plus de temps pour te recharger énergétiquement. Et encore une fois, si tu veux créer de l'argent, donc si tu veux créer de l'énergie eau, il faut que tu t'assures chez toi que ça te permette de créer cette énergie, que tu aies des rappels de cette énergie dans ta maison et que Mhm. tu évites que y ait des fuites de cette énergie. Donc, je vais te donner un exemple bête. Éviter tout ce qui est vide chez toi. Parce que du coup, l'énergie va aller là-dedans, tu vois. C'est comme quand tu as une plante qui est malade, ce que tu fais, c'est que tu vas couper les feuilles ou tu vas tout de suite la traiter parce que, Mhm. en fait, la plante, ce qu'elle va faire, c'est que, ben, en fait, elle va aller prendre toute la sève et toute la force vitale pour aller réparer ce qui est vide ou ce qui est malade. Et donc, du coup, t'auras plus d'énergie pour le reste. Donc, il faut éviter tout ce qui est malade, tout ce qui est cassé, tout ce qui est abîmé, et vraiment prendre soin du peu qu'on a et le faire grandir et le faire fleurir, plutôt que d'accumuler des choses et surtout de ne pas en prendre soin. Et surtout, éviter d'accumuler des choses. L'énergie doit circuler en fait. L'eau, c'est comme on dit, les actifs circulants. Donc Mhm. il faut que ça circule. L'eau, c'est fait pour circuler. C'est fait pour que tu en reçoives beaucoup et c'est fait pour que tu en dépenses beaucoup. Donc souvent, tu remarqueras que les gens qui thésaurisent beaucoup, qui ont vraiment un rapport très tight à l'argent, qui ont du mal à dépenser, qui thésaurisent, qui ont peur pour l'avenir, qui ont peur pour trucs, tu vois, qui sont les gens qui vont ensuite laisser des millions à des chats. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'objets chez eux. Énormément. Mhm. Tu rentres chez eux, t'es oppressé, tu vois. Donc, they have a lot, they have a lot, mais là, Mhm. mais ça Mhm. ne circule plus. Et au bout d'un moment, en fait, ben, ce qui ne grandit pas rétrécit. Donc, tu peux en avoir beaucoup, mais au bout d'un moment, ben, l'inflation faisant, ton capital se réduit. Alors qu'en fait, Mhm. tu laisses il faut que tu laisses les actifs circuler. C'est très important. Et en fait, ce qui se passe chez toi est le reflet de ce que tu crois de manière générale et ce que tu crois aussi de l'argent. Mhm. Wow. Super, super, super. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Je t'en Je te fous. remercie aussi d'avoir accepté mon invitation. Je pense on a fait le tour et tu as Ouais. le mot de la fin. Eh bien, écoutez, le mot de la fin, c'est vivez. Faut profiter de la vie et faut la vivre pleinement.
savoir qui on est pour savoir ce qu'on veut et où on veut aller. C'est très important, mais c'est surtout, il faut vivre. Et on se pose beaucoup de questions sur le sens, du pourquoi, du comment de la vie. Mais c'est souvent en la vivant qu'on obtient les réponses. Voilà. Merci Clarisse d'être passée. Je t'en prie, Ciao, ciao. merci à toi. Ciao, ciao.